Si, moi j'ai écrit avec Thomas Day. Et j'ai aussi écrit avec... Mais c'est... Oui. Oui, tout à fait. Comme toute coécriture, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que je pense que c'est là un sujet intéressant. Bah oui. Eh ben je sais pas. Moi je peux parler de mon expérience, mais je sais pas. Voilà. Eh ben vas-y. Bah moi je suis sadomaso premier degré, donc avec Thomas Day c'était super. Je me suis régalé. Voilà. Non mais sérieusement sur la question, je pense que peut-être la coécriture est l'un des moyens de réfléchir à ça, si vraiment on arrive à avoir des différences entre des coécritures, on va dire, homme-femme, ou de coécriture femme-femme ou homme-homme, peut-être qu'à ce moment-là on aura un élément. Parce qu'en fait tout ça finalement on ne repose sur rien. Je le cache devant mademoiselle. Je le cache devant. Si on veut parler d'un exemple fantasy, par exemple, on est sur Feist, on a toute une partie des romans qui est écrite que par Feist et une partie qui est écrite en collaboration avec une femme. Et régulièrement, les gens qui lisent tous les cycles remarquent que la partie écrite à quatre mains est de fort meilleure qualité. Et puis pour revenir à l'écriture romanesque dont on parlait tout à l'heure, ceux qui ont rencontré Anne Gollon, l'auteur d'Angélique Marquise des Anges, savent parfaitement que cette femme, pendant très longtemps, a été Anne et Serge Gollon, alors qu'elle n'était qu'Anne Gollon à écrire. Pierre. Il y a Pierre. Oui, je tilte sur la coécriture. L'écriture à plusieurs, pas seulement à deux. À deux, j'ai pratiqué avec Nicole, on a publié un truc ensemble déjà. Mais on avait lancé une expérience à la fin des années 90 qui était celle on a appelé le PUAC, c'est pas beau, mais ça voulait dire pour une autre terre, où on a fait de l'écriture collective à 12. Très rapidement, on prenait des nouvelles écrites par les différents auteurs, mais ensuite chacun s'appropriait complètement le texte et le modifiait. Il y avait des hommes, des femmes, des garçons, des filles là-dedans. Franchement, la différence n'était pas là-dessus. La différence pouvait être sur d'autres choses, sur de la sensibilité politique. Elle pouvait être sur des problèmes de culture, etc. Mais jamais je n'ai eu le sentiment, quand je prenais un texte dont le précédent correcteur ou électeur avait été une femme, ou un homme, d'avoir quelque chose de sensiblement différent. Et à la fin, on a 12 textes qui arrivent avec 144 versions antérieures, 12 textes qui ont une grande cohérence et un style qui se dégage, qui est le style d'une équipe dans laquelle il y a des hommes et des femmes. Voilà, je voulais dire que c'est pas là du tout que je sens la différence. Bien sûr, mais de toute façon, la coécriture, c'est jamais la simple addition de deux visions ou de deux talents, qu'ils soient masculins ou féminins. C'est un dépassement de la dualité de départ, sinon c'est pas une coécriture aboutie. Absolument. Merci. Mercedes Taquet, aux Imaginales récemment, parlait de ce qui avait pu changer dans son mode d'écriture actuel, et elle disait que justement la collaboration avec le document partagé, pour elle, ça avait modifié un tas de... puisqu'elle a plein de collaborateurs d'écriture, maintenant elle en est à un stade où elle n'écrit pas tout toute seule. Et elle disait que justement pour la vivacité de ses écrits et l'efficacité, c'était super bien d'avoir une main qui gérait un tel personnage et une autre main qui en gérait un autre, et que ça marchait super bien. Oui, et une autre question qui pourrait être intéressante, c'est les rapports auteur-éditeur. Et est-ce que ça change quand c'est une éditrice pour un auteur, ou est-ce que ça change quand c'est une auteure pour un éditeur, etc. Là aussi, c'est une manière de voir jusqu'où on peut aller et est-ce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des différences ou pas. Donc, par exemple, les rapports. Est-ce que les rapports avec un éditeur ou une éditrice sont différents selon qu'on est un homme ou une femme? Est-ce que vous avez des exemples de ça dans la salle? Voilà, c'est aussi. Merci. Est-ce que tu as des différences, enfin, je veux dire, perceptibles en tant qu'éditeur-éditrice dans l'orientation que l'éditeur va donner au texte, hein, parce que, enfin... Pour le peu que j'en sais, quand quelquefois des femmes ont pris des identités masculines, c'était pas parce que l'éditeur leur demandait, c'était, enfin si, mais indirectement, c'est parce qu'ils pensaient que la réception du public serait meilleure. Donc l'argument, c'est toujours le lectorat et les représentations qu'on s'en fait. Donc je
connais pas la pertinence. Ben, comme le fait de prendre ou pas prendre un pseudo américain quand t'écris, tu veux écrire de la bitlite ou de la chiclite. Et c'est vrai que globalement, la chiclite, c'est littérature sentimentale, mais voilà, c'est pour filles, théoriquement, sauf que effectivement c'est lu par les deux sexes. Mais c'est vrai que c'est vachement plus bankable si tu t'appelles Charlie Blackwood que Charles Bousquet. Globalement, c'est un peu, voilà, on va dire ça, ou alors avec un nom à coucher d'or, voilà, c'est un peu ça. Et je pense qu'il y a une auteure de Bitlit, Cassandra O'Donnell, qui a pris le pseudo Cassandra O'Donnell, et voilà, parce que c'était une stratégie complètement commerciale. Donc je pense que... Il paraît d'ailleurs sur le même principe qu'il faut mieux choisir un pseudo qui commence par un A que par un Z, parce qu'on est mieux placé sur les rayonnages. C'est tout aussi significatif. Donc le pseudonyme, ça peut pas marcher. C'est pas vrai. Moi, je suis placé entre Wagner et Werner. Ça va. Alors, il est clair qu'il n'a pas fait le tour de la question. Donc on y reviendra sans doute à un moment ou un autre. Merci à tous, sauf s'il y a encore une petite question. Ah, une petite question. Petite alors. La 204 est matriculée. Donc on n'en a pas trop parlé, mais au niveau des relations hommes-femmes, au niveau de la science-fiction, pour ceux qui n'en ont pas lu, je conseille John Varley. Voilà. Les femmes qui l'ont lu applaudissent, c'est une preuve. Moi je l'ai lu, c'est exceptionnel. Ça, parce que ça développe un... contraire, on sort de la vieille science-fiction, on va dire machiste. Ouais, je suis un homme, c'est moi qui... Pourtant j'adore la science-fiction. La bonne science-fiction qui tâche avec des vaisseaux spatiaux, des explosions, etc. Mais John Varley, c'est vraiment exceptionnel. Parce qu'il décrit un univers où, comme les gens ont une vie très longue, et que la technologie est omniprésente, là, on se retrouve avec des gens qui, au bout de 200, 300 ans, on marche, changent de sexe, etc. Et John Varley, voilà, d'agent de la Lune, le dernier système de film, c'est carrément poussé à l'extrême, parce que là, c'est carrément un acteur qui, quand il a besoin de jouer des rôles féminins, il change de sexe, tout simplement. Puis il revient à son sexe spécial. Et c'est vraiment pas mal. Et là, en fait, l'égalité homme-femme ne se pose même plus. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il y a juste des humains qui agissent en fonction de leur sensibilité. Voilà. Vous pouvez reprendre une activité normale, le bar est ouvert. Restez vous-même.